On n'aime pas la réussite. On l'aime dans le sport, on aime gagner des médailles d'or, mais on n'aime pas la réussite pour les entreprises, ou certains n'aiment pas la réussite pour les entreprises, et de nouveau, c'est pas tes équipes. Et plus tu vas réussir, et plus on va presque t'en vouloir de réussir. Si je réfléchis rationnellement, c'est mauvais pour le pays. C'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour l'ensemble de l'économie. Ça pousse certains jeunes à partir à l'étranger parce qu'ils se disent qu'à l'étranger, s'ils réussissent, ce sera pas mal vu. C'est un message qui est problématique. Philippe Dornano, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez Sisley, puisqu'on a le privilège d'être invité aujourd'hui. Alors, je voulais te rencontrer pour plein de raisons et te faire témoigner sur le podcast des Forces françaises de l'industrie, en collaboration avec notre autre média qui s'appelle Les Déviations. Pour deux raisons, parce que en fait, Les Déviations, c'est plutôt des parcours de vie, c'est plutôt des histoires de gens qui n'avaient pas forcément un destin tracé, ou alors qui en avaient un et qui ont pris des chemins détournés avant d'y revenir. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est pour montrer que voilà, rien n'est écrit et que on peut être, auteur de son propre destin. Et enfin, les Forces françaises de l'industrie que tu connais mieux, avec un côté justement qui s'intéresse à ces belles entreprises familiales qui font, l'histoire économique française et surtout la force, industrielle de nos régions. Voilà. Donc, je pense que tu es un petit peu l'incarnation de tout ça. Ouais, c'est notre prospérité économique qu'on joue en défendant ces entreprises, donc c'est super. Ouais. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut commencer par... tu peux commencer par nous dire qui tu es, d'où tu viens, et également comment tu t'es inscrit dans cette belle aventure qui est celle du groupe Sisley. Écoute, moi, ma famille, elle travaille dans les cosmétiques depuis maintenant 90 ans. Tu les fais en pas, fait, oui. Ouais. Mais avec plusieurs marques différentes. Mes grands-parents, ma famille avait été ruinée au moment de la belle époque, juste avant la Première Guerre mondiale. Ils étaient dans quoi avant ? Et ils étaient dans autre chose. On est originellement une famille plutôt de militaires. D'accord. Et donc, mon grand-père et ma grand-mère, en fait, ensemble, couple, ce qui à l'époque était... se sont intéressés, ont travaillé dans la cosmétique et se sont intéressés à la cosmétique et ont créé une première affaire juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis leurs enfants ont créé une affaire juste après la Deuxième Guerre mondiale, une affaire de parfum. Puis se sont mis ensemble, les enfants ont amené leur affaire de parfum, les parents ont amené l'idée, l'argent et les capitaux. Ils ont vendu les parts de la première affaire et ils ont créé ce qui a été un des grands groupes de cosmétiques des années 60-70 qui s'appelait Orlan, c'est notre nom avec 2 lettres changées. Et ma grand-mère est morte jeune. Mon grand-père voulait prendre sa retraite. Mon oncle est parti faire une carrière politique. Et mon père, qui était le cadet, a poursuivi l'aventure. Ils ont vendu cette première affaire. Et puis il a recréé à 48 ans. Il s'est dit, moi je veux recréer ma propre entreprise. Et il est reparti avec ses capitaux dans 2 pièces. Et il a créé Sisley en demandant à sa femme de le rejoindre. Donc c'est une vraie histoire de famille. Hein. Dans une vraie histoire de famille. Et moi, on est dans les années 80, les années 85, je termine mes études. Moi, je voulais plutôt travailler dans la presse. J'avais une proposition d'emploi dans le groupe du New York Times aux États-Unis. Et je n'étais pas parti pour ça. Il y a 5 enfants. Et mon frère cadet, lui, il était pas du tout intéressé par les études. Il voulait gagner sa vie, il voulait gagner de l'argent. Il voulait travailler dans une entreprise. Et il rentre dans l'affaire familiale et là, il se passe ce qui est un drame pour nous, c'est qu'il se tue dans un accident de voiture, dans son travail. Il avait commencé comme représentant de commerce et Sisley à cette époque, c'était une PME qui devait avoir 100 salariés à peu près. Donc, mes parents avaient fait le plus dur parce qu'ils avaient fait les 10 premières années. Tu sais, quand tu crées, tu pars de zéro et puis il faut vraiment t'accrocher, il faut vraiment avoir une conviction dans ce que tu fais, avoir des super produits. Mais c'était une PME. Et moi, on est une famille très unie. Je ne me sens pas de partir aux États-Unis et de laisser mes parents à ce moment-là tout seuls dans ce qui est pour nous tous vraiment un drame. Et donc, je dis à mes parents, bon, je ne vais pas partir. Si vous voulez, je reste un peu et je vais un peu travailler avec vous. Et puis, c'est comme ça que ça commence. D'accord. Et ça, on est à quelle époque ? On est dans les années 80, tu dis ? 86, je fais un break. À l'époque, on faisait notre service militaire. Donc, je fais un break pour faire mon année de service militaire, qui était d'ailleurs très intéressante. Et ensuite, je rentre
mon père me dit tu vas revenir quand même. Parce que j'ai pas pris de directeur commercial pour la France. Amical pression. Non, mais tu me le dis parce que sinon j'en recrute un. et j'ai eu la chance de m'entendre très très bien avec mes parents dans le travail. D'avoir un père qui avait un gros caractère, mais qui donnait beaucoup de responsabilités, qui était par ailleurs très attaché à ses enfants. Et de vraiment, dans le travail, on avait tous des gros caractères, mais dans le travail, je m'entendais vraiment bien avec lui, avec ma mère. Par la suite, avec ma sœur qui nous a rejoints. Et donc, ça a été une aventure humaine géniale. Enfin, mais qu'on a construit de toutes pièces, avec un vrai avantage pour la cosmétique, c'est que c'est un métier où tu apportes aux gens de la confiance en eux à travers l'efficacité de tes produits. C'est un métier où tu peux vendre dans le monde entier. Le produit convient dans le monde entier, donc c'est un métier qui, si tu réussis, est un métier que tu peux développer à l'international. Ça m'a permis d'abord de découvrir mon pays, de voyager dans chaque ville, puisque tu as des parfumeries dans toutes les villes. Ensuite, de découvrir mon continent, en fait, l'Europe, au fur et à mesure que je montais des filiales dans l'environnement européen. Puis ensuite, de découvrir le monde, d'aller monter des filiales en Asie, de reprendre, c'est mes parents qui avaient créé la filiale aux États-Unis, de monter des filiales en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Et ça a été une super aventure pour amener le groupe à peu moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec 33 filiales de distribution. C'est 35 ans, un peu plus de 35 ans de travail. D'accord. Et deux questions. La première, tu as dit, ça t'a bien plu le service militaire. Enfin, qu'est-ce qui t'a plu dans le service militaire? Qu'est-ce que tu as découvert? En fait, ça a été une autre forme de formation qui a complété l'université. C'est-à-dire que j'avais décidé que si je faisais le service militaire, je voulais le faire dans des bonnes conditions, au sens où il fallait que ça me soit utile. Et donc j'avais fait une préparation pour être officier. Et j'ai eu la chance, en plus, de faire la formation militaire initiale quand j'ai commencé le service à Saint-Cyr, avec les Saint-Cyriens et les polytechniciens et les commissaires aussi. Et c'était un mélange de populations qui était assez intéressante. On était par contre... la formation était intéressante, un peu fatigante. Ouais, exigeante quand même. Ouais. Un peu exigeante, mais moi, ça ne me dérangeait pas trop. Et ça m'a énormément appris en termes de management ou de commandement. Et ce que j'ai appris là m'a toujours été utile après, en l'adaptant bien sûr à d'autres types de personnes avec qui tu travailles, puisque chez Sisley, contrairement à l'armée, on a 85% de nos équipes sont des femmes. D'accord. Et la deuxième question, suite à ton entame, c'est, on voit bien que tu prends en main le commerce, que tu fais un peu du porte-à-porte, enfin en tout cas tu vas voir les parfumeries. Je suis représentant de commerce. Voilà, exactement. J'ai ma voiture. Ouais. Je commence par mon premier secteur, c'est le Nord. Ouais. Donc tu vois, les ch'tis, moi j'ai découvert une région qui était incroyable, très attachante. Et c'était le Nord et l'Est d'ailleurs. Et donc c'était d'ailleurs étonnant, compte tenu de ce qui s'était passé, que ça ne dérange pas mes parents que je reprenne ce travail. Je fais 1500 km par semaine, je vais dans les parfumeries, je négocie les accords, je présente les produits. Mon premier produit, c'était un mascara. Ouais. Les clientes, les vendeuses me regardaient, je devais avoir 23 ans, et elles me disaient, et vous l'avez... Donc j'ai expliqué que c'était à l'huile de ricin, que ça agissait sur... la repousse des cils, elle me regardait en rigolant, elle me disait « Vous l'avez essayé ?» et voilà, et je découvre un métier, je découvre aussi tout ce qui est derrière ce métier des parfums et des cosmétiques, c'est-à-dire des vrais liens sociaux à l'intérieur de ces parfumeries, des consommatrices qui sont très fidèles, qui sont intéressées par le produit, qui sont souvent, s'y connaissent beaucoup, des parfumeurs qui ont une vraie passion pour le métier, des équipes de vente qui sont souvent assez anciennes, qui ont des anciennetés assez importantes et qui s'y connaissent très bien aussi. Un vrai métier, enfin dans lequel la France d'ailleurs a un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier. Et en même temps, tu vas dans toutes les villes, donc tu découvres toutes les villes de France. Alors tu les découvres à travers les parfumeries, je connaissais toutes les adresses, mais tu vas dans... Puis ensuite j'ai eu la Côte d'Azur, totalement... Non, ensuite mon deuxième secteur c'était le Sud-Ouest. D'accord. Là aussi... en réalité, je dis ça, mais toutes les régions où j'ai tourné étaient superbes. Et ensuite, j'ai eu la Côte d'Azur.
Donc en trois secteurs différents, je vois 3 France, et en même temps, je vois une France aussi. Et puis je commence à combattre. J'apprends, je découvre, enfin tu apprends toujours sur le terrain. Ce que j'ai appris là aussi, tu me questionnais sur le service militaire, ce que j'ai appris là aussi dans cette période de terrain m'a été extrêmement précieux pour comprendre mon métier par la suite et m'a toujours servi. Et alors justement, parce que quelque part, là, toutes ces pérégrinations commerciales, parce que c'est ça que tu vends à l'international, c'est aussi de la France, parce qu'il y a une réputation, comment tu t'expliques j'allais dire, le succès français dans la cosmétique. On recevait il n'y a pas très longtemps, on a fait un dîner absolument passionnant avec Kelly Massol. Kelly Massol qui a lancé Les Secrets de Loli, donc qui est une marque beaucoup plus jeune, mais qui a un très beau succès, et qui nous expliquait un petit peu comment elle avait réussi. Donc on voit elle, on en voit d'autres qui se lancent. Il y a Aromazone, il y a L'Oréal, il y a de toute taille. Ça vient d'où cette expertise française? En fait, ça vient de pionniers et ça vient d'entreprises qui ont réussi. Donc on peut dire qu'on en a fait partie puisqu'on a créé plusieurs marques qui ont été des grands succès mondiaux dans le passé. Et cet ensemble de marques qui ont réussi, petit à petit, constitue un terreau, tu peux l'appeler une filière d'entreprises, de sous-traitants, de toutes sortes, qui vont permettre aux nouvelles marques de se lancer et d'émerger. Et au point même que quand vraiment tu as réussi à être ce qu'on a réussi en cosmétique, c'est-à-dire le leader mondial, les marques étrangères viennent s'installer en France quand elles veulent se lancer, ou montent des usines en France pour pouvoir bénéficier justement de l'écosystème français. Et donc ça, c'est le fruit d'un travail. La cosmétique, dans le monde, c'est un peu comme l'était, bon, c'est un peu remis en cause maintenant par les Chinois, c'est un peu comme les Allemands étaient pour les voitures, ou en tout cas pour les berlines, c'est-à-dire une référence. Nous, on est la référence en cosmétique. Par contre, et on le sait tous, hein, dans les affaires, rien n'est jamais acquis. Tu n'as pas de rente, c'est pas un truc assuré. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux être concurrencé demain, tu peux le perdre, et tu dois le défendre. Et si tu le défends par le succès des marques actuelles, par le succès des marques que tu cites, tu as différents niveaux de prix, différents types de marques, mais c'est grâce à justement ces succès renouvelés que tu vas pouvoir conserver une forte filière française avec tous les bénéfices que cette filière apporte pour le pays, en termes d'emploi, en termes de recettes fiscales, en termes aussi, tu me posais la question de réputation à l'international. Ouais, et donc ça, c'est assez précieux de le maintenir et de le poursuivre. D'accord. Et c'est pas acquis, c'est ça le sujet. Alors tout à fait, c'est pas acquis, même si on a compris quand même que, à force de faire du bon boulot, ça sédimente quand même en matière de compétences, en matière de savoir-faire, et surtout ça sédimente dans des régions qui ne sont pas nécessairement des métropoles. C'est quoi les grandes régions, j'allais dire, en matière de savoir-faire et de production en France? Tu veux dire en cosmétique? Oui, en cosmétique. En cosmétique, bon, tu as ce qu'on appelle la cosmétique vallée, mais la cosmétique vallée, elle a largement débordé. Tu as des entreprises cosmétiques dans toute la France, tu as un bassin aussi dans le sud, tu as des grâce, ouais. Et puis tu as beaucoup de différents types de sous-traitance qui va travailler pour la cosmétique ou de sociétés qui vont faire différents types de produits pour la cosmétique. Ça peut être des actifs, ça peut être des packaging, et ce réseau de sous-traitance, il se développe petit à petit et il est extrêmement précieux. L'autre chose dont tu vas avoir besoin, et je suis sûr qu'on va en parler, c'est de pouvoir construire des marques. Oui. Moi, je raconte l'histoire de Sisley, c'est quasiment 50 ans de travail. Pour arriver à 50 ans, un certain nombre de questions vont se poser, et notamment l'une d'entre elles, c'est est-ce que tu vas pouvoir éventuellement passer une génération pour pouvoir poursuivre le développement de ton entreprise. Et si tu ne le peux pas, dans un environnement mondial, ça veut dire que potentiellement ton entreprise elle risque d'être vendue, peut-être à un concurrent. On est, nous, dans un environnement extrêmement concurrentiel, donc tu as des grands groupes mondiaux, américains, japonais, chinois, coréens, français, allemands, etc. La question c'est est-ce que ta marque va rester française? Est-ce qu'elle risque... Et l'intérêt pour nous d'avoir un plus grand nombre de marques qui éventuellement aient du temps pour poursuivre cette construction d'entreprise mondiale, ça c'est aussi l'un des critères qui va faire que ta filière française va continuer à être forte ou pas.
Ouais. Et d'ailleurs, si on revient à l'époque de tes parents, qui créent donc Sisley après une première aventure, enfin une aventure précédente en tout cas, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la spécificité de leur premier produit? C'est quoi l'idée qui donne une singularité, qui fait que finalement dans un secteur déjà existant, il y a un truc qui émerge? Oui. Et d'ailleurs, les gens avaient beaucoup de doutes quand un dirigeant en plus d'un grand groupe se relance dans une toute petite entreprise. Il y avait beaucoup de questions. Oui, parce que juste avant, le groupe de tes parents avant, c'était déjà... Orlan et c'était l'un des leaders mondiaux de la cosmétique de l'époque. D'accord. Bon, on le vend parce que 3 des 4 actionnaires se retirent de l'affaire. Mon père le dirige pendant 6 ans pour le groupe américain qu'il a racheté. Et après, il démissionne. Il redémarre D'accord, donc avec son argent. Fibre entrepreneuriale. Et les banquiers disaient, Dornano, il voit partir son argent, il n'est pas prêt de le voir revenir. Et c'est-à-dire que c'était quand même, les gens étaient dubitatifs sur la... Et tu poses la bonne question. La question, c'est quoi ton point de différence? Tu as un secteur qui est hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que ton produit, alors que tu te relances et que tu es petit, il peut percer dans un environnement qui déjà est avec déjà des entreprises qui sont très grandes et qui sont et un secteur qui est très concurrentiel. Et mon père, il est parti sur une vraie rupture technologique qui était la découverte. Ça s'est préparé auparavant, mais ça a vraiment émergé au milieu des années 60, d'une nouvelle classe d'actifs qui était non pas extrait de la chimie de synthèse, mais des plantes. D'accord. Alors, donc plus naturel, on va dire. Alors, c'était des actifs extraits des plantes, mais c'était pas... Le but du jeu, c'était de faire des produits efficaces. Oui. C'était pas de faire des produits écologiques. Oui. Par contre, quand tu regardais cette classe d'actifs, tu découvres le microscope électronique, qu'il y a des progrès dans les technologies d'extraction, et brusquement, tu peux extraire des actifs des plantes qui peuvent être intéressants. Et quand tu testes ces actifs par rapport aux actifs de synthèse, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des meilleurs résultats. Et mon père se dit, ça va être une énorme révolution cosmétique. Ces actifs sont plus performants, la cosmétique est très concurrentielle, je vais me spécialiser dans ces actifs-là. Et quand il commence à faire ses formules, il se rend compte que en fait, les prix sont beaucoup plus élevés, parce que c'est des matières premières naturelles, parce que c'est des actifs très techniques. Pense que dans une plante, une seule plante, tu peux identifier entre 100 000 et 200 000 actifs différents. Alors, tu ne peux pas tous les extraire, mais c'est en fait, brusquement, ton regard sur la plante change. La plante, c'est en fait une sorte d'usine chimique naturelle. Ouais. Et de là, tu peux extraire certains actifs qui peuvent être potentiellement extrêmement intéressants dans la formulation cosmétique. Et quand il voit le prix que ça coûte pour avoir les concentrations optimales, il se dit « Ah, moi je veux être libre, je veux pas tronquer mes formules. Si je veux vraiment avoir les formules optimales, il faut que je me positionne plus haut de gamme que ce que j'avais pour ma marque précédente. » Et il dit « Bon, je sais le faire, il faut le faire dès le début. » Il positionne dès le début Sisley comme haut de gamme de la cosmétique. Et ça lui donne une chose, la liberté. Donc, assez paradoxalement, on est vu souvent, nous, de l'extérieur, comme une marque écologique et une marque de luxe. En fait, on est surtout une marque efficace. Donc, la rupture, c'est ça, quoi. Et donc, la rupture, c'est ça. Et après, toutes les marques, d'ailleurs, tu regardes aujourd'hui, tous les grands concurrents, tout le monde, maintenant, utilise des actifs extraits des plantes. Le fait d'être familial nous aide beaucoup aussi parce qu'on a une liberté dans la création de produits, ça nous donne une grande liberté dans la manière de procéder. Alors explique ça, justement. Pourquoi est-ce que le fait que vous soyez aux commandes, que ça ne soit pas une entreprise financiarisée, enfin, il y a des associés, des choses comme ça, peu importe, mais que ça reste sous contrôle familial, en quoi ça change ce que tu dis? Tu ne peux pas faire de généralité. Ça dépend comment chaque entreprise est organisée. Je ne jugerai pas de ce que font mes concurrents. Mais nous, ce qu'on a, c'est qu'on est vraiment centré sur les produits. En fait, on n'est pas une entreprise financière, on est une entreprise industrielle ou créative. C'est-à-dire que nous, on est passionné par nos produits. Tu vois, par exemple, à la taille de notre groupe, beaucoup de groupes rachètent des marques. Nous, on crée des marques. On a créé une marque qui s'appelle Rituel, qui réussit très bien dans le capillaire haut de gamme, et on vient de créer une nouvelle marque qui s'appelle Neurae, qui est spécialisée dans le soin, dans le lien entre la peau et le cerveau, et l'impact que les neurosciences vont avoir sur la cosmétique. C'est un autre champ de recherche qui est super intéressant et très large. Donc, en fait, nous, on travaille sur les produits, et on travaille sur les produits nous-mêmes avec nos équipes.
Quand tu travailles sur les produits... Alors moi, je ne suis pas chimiste. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu apportes à tes produits? En fait, ce que j'apporte, moi, surtout, c'est la vision de long terme. C'est-à-dire qu'on est une équipe avec une intelligence collective qui travaille sur une base hebdomadaire sur la création des produits de demain, depuis l'idée jusqu'au résultat. Et si tu arrives à faire ça, alors tu as un avantage compétitif et alors tu te développes, comme on a réussi à se développer sur les marchés mondiaux. Et puis tu n'as pas forcément ce qui peut exister dans d'autres entreprises qui sont plus financiarisées, c'est-à-dire qui ont des actionnaires qui sont soit des fonds d'investissement qui doivent revendre au bout d'un moment pour faire une plus-value, peut-être aussi le temps de la dynastie familiale. Tu as l'avantage du long terme. C'est même pas de dynastie familiale, mais tu as l'avantage du temps long. C'est-à-dire que tu sais que tu peux te projeter à 10, 15. En fait, moi, en tant que dirigeant, pour diriger une entreprise, tout dépend de l'horizon de temps que tu vas me donner. Bien sûr. Si tu me dis, Philippe, tu dois avoir un résultat pour le cours de bourse du mois prochain, je ne vais pas diriger pareil que si tu me dis, Philippe, moi, je dois revendre dans 5 ans, parce que le fonds revend tous les 5 ans, et enfin garde 5 ans, et donc il faut que tu génères une plus-value, etc. Je vais diriger d'une façon différente. Si tu me dis maintenant, Philippe, non, nous, c'est pour 10, 15 ans, et peut-être si on peut... Voire même, il faut que les enfants et les petits-enfants... On passerait, si on trouve le management et l'unité nécessaire, on pourrait même passer une génération, et alors là, on gagnerait encore 20 ou 30 ans de plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire une marque mondiale. Tu ne vas pas diriger pareil, que tu sois d'ailleurs un membre de la famille, c'est parfois pas bien compris, ou même un manager très compétent, mais extérieur à la famille. Pour le manager, pour le dirigeant, c'est vraiment l'horizon de temps que tu lui donnes va quand même conditionner beaucoup de ses décisions. Et l'avantage des entreprises familiales, pas que, mais tu peux l'avoir parfois dans des groupes non familiaux, mais c'est sûr que quand on te donne un horizon de temps long, la manière dont tu vas construire, la manière dont tu vas construire ta marque, dont tu vas construire ton image, dont tu vas aller à l'international, n'est pas la même que si tu cherches des résultats immédiats. C'est pas non plus la même chose pour les salariés. Ta manière d'approcher le sujet va pas te conduire à diriger tes équipes de la même manière. Tu peux avoir des managements très durs, mettre la pression sur les salariés pour sortir des résultats immédiats. Si tu as une vision de long terme, ton but va plutôt être de construire des équipes très qualifiées, essayer de les faire progresser et essayer d'évoluer avec la taille de ton entreprise pour garder des compétences qui permettent d'évoluer à chaque période de croissance de ton entreprise. Pour les équipes, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, quand tu parles avec tes ouvriers ou avec tes salariés, ils sont très très attachés à savoir que l'entreprise est familiale, non pas parce qu'ils aiment, parce que forcément pour des raisons dynastiques, etc., mais parce que ça veut dire pour eux qu'il y a une vision de long terme. Et ça, pour eux, c'est très important. Ça veut dire qu'on travaille tous dans un sens de construction. Et c'est vraiment un avantage compétitif qu'ont les entreprises de ce type, et notamment les entreprises familiales. Mais tu vois, je te disais, dynastie, moi j'ai l'impression, alors en accord avec moi-même, qu'il y a un truc qui a fait la France, qui a été pendant une période ringardisé pour des bonnes raisons, hein, sans doute. Je critique pas, c'est pas le bon mot, ringardisé, mais en tout cas qui est passé de mode et qui est en train de revenir, c'est d'avoir une sorte de fierté entre des grands noms, des grandes entreprises, des figures finalement, et des territoires. Tu vois, il y a tous les gamins et tous les gens un peu plus vieux, comme moi notamment, regardent beaucoup les séries sur Netflix et machin. Tu vois arriver quand même à un moment où le monde se digitalise, où tout devient immédiat, tout va vite, etc. On a envie de redécouvrir, tu vois, des sagas, alors parfois qui sont des sagas historiques, parfois des Game of Thrones ou je sais pas quoi, où on va inventer des mondes merveilleux, où il y a des grands noms, des grands trucs, et il y a ce qu'on appelle des maisons. Et les gens sont fiers de faire partie d'une maison. Et ils disent, il y a une histoire, il y a un caractère, il y a des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je m'intéresse toujours à ce genre de discours, parce que il y a probablement pour des salariés une petite rassurance, en tout cas pour des gens qui sont sur le long terme, de travailler pour une entreprise familiale parce que il y a cet horizon de temps et tout ce dont tu as parlé. Mais il y a également, et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez en France, alors on en parle dans les régions, dans les entreprises, mais pas encore beaucoup à l'échelle médiatique, cette fierté. Tu vois. Moi, j'ai pas mal travaillé sur
sur un moment intéressant en France où on a retrouvé la gagne, où on retrouve d'ailleurs ça de temps en temps, c'est les grands moments sportifs. La France a réussi à dégrader le mot ambition. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une ambition, c'est négatif, c'est oh là là, tu vas rouler sur tout le monde, etc. Sauf en sport. Il faut qu'on gagne le tour en destination, il faut qu'on soit champion du monde de foot, il faut qu'on ait des médaillés d'or, machin. Et moi je pense que le jour où les Français se rendront compte qu'on peut avoir autant de gloire, parce qu'en fait c'est ça notre objectif commun, hein, c'est d'étonner le monde. Hein. La France c'est ça, c'est que regardez comme on réussit avec un certain panache. Le jour où les Français se rendent compte qu'avoir des succès mondiaux avec des entreprises, c'est aussi bien qu'au foot, au rugby ou au ping-pong, mais alors ça y est, on redevient une puissance mondiale d'un point de vue économique. Alors je suis d'accord. L'image que les entreprises familiales pouvaient avoir à une période, plutôt avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une image dynastique, justement. Une image qui n'était pas liée sur la performance, mais sur un privilège. D'accord. Et en fait, ça, dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce que maintenant, à l'époque, les marchés n'étaient pas ouverts. Aujourd'hui, les marchés sont ouverts. Donc aujourd'hui, soit ton entreprise, elle est performante, et dans ce cas-là, soit elle va très vite péricliter. Tu ne peux pas vivre d'une rente, et tu peux pas... Quelqu'un d'incompétent qui abîmerait pendant assez longtemps et vivrait sur la bête, ça ne marche plus dans l'économie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une telle concurrence que très rapidement, soit des actionnaires familiaux diront il faut vendre parce que tu ne sais pas la diriger, soit tu te planteras très vite. Et donc, ça n'existe plus, cette espèce de... où ça existe peu. Et donc, finalement, les entreprises familiales qui restent, c'est les bonnes. C'est celles qui marchent. Il y avait même des études assez intéressantes en disant elles sont surperformantes, les entreprises familiales. Elles performent plus que les autres. Mais c'est aussi parce qu'il y a un effet d'éviction. En fait, si tu fais tes conneries, justement, c'est pas dynastique. Ça va vite disparaître. Bah, c'est le triptyque. Hein, Par contre, ce qui serait une erreur, c'est de bloquer les transmissions quand c'est possible que ça marche. En fait, moi, j'ai jamais été pour la transmission dynastique des entreprises familiales. Je suis pour que, très pragmatiquement, pour que quand c'est possible, on n'empêche pas, par exemple, un système fiscal mal pensé, à l'entreprise de poursuivre son aventure, parce que là, pour le coup, tout le monde va y gagner. Les salariés, la collectivité, à travers l'emploi qu'elle génère, à travers la recette fiscale, et éventuellement même comme on le disait pour un certain nombre d'entreprises, la réputation du pays, parce que tu as un tissu économique qui est plus fort. Et si c'est pas possible, de toute façon, ça se vendra. Et quand tu te vendras, tu paieras tes impôts, et puis on passera à autre chose. Parfois, mais c'est pas automatique que ça se transmette. Ça peut pas marcher à chaque fois. Et ça c'est un premier point. Après, tu as raison sur le sport et les entreprises. Par contre, il y a une vraie injonction contradictoire. Pas chez tes salariés, pas dans les territoires, pas chez une partie du monde économique qui le comprend bien, ou même de la collectivité. Mais cette injonction contradictoire, c'est que, beaucoup de gens l'ont dit, on aime bien quand c'est petit, mais on n'aime pas la réussite. On l'aime dans le sport, on aime gagner des médailles d'or, mais on n'aime pas la réussite pour les entreprises, ou certains n'aiment pas la réussite pour les entreprises, et de nouveau, c'est pas tes équipes. Et plus tu vas réussir, et plus on va presque t'en vouloir de réussir. Et ça, alors, on vit avec, mais si je réfléchis rationnellement, c'est mauvais pour le pays. C'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour l'ensemble de l'économie, et donc c'est mauvais pour, non pas seulement les personnes qui dirigent ces entreprises, mais c'est mauvais pour l'ensemble des Français. Ça pousse certains jeunes à partir à l'étranger parce qu'ils se disent qu'à l'étranger, s'ils réussissent, ce sera pas mal vu. Et c'est un message qui, d'un point de vue même moral dans un pays, est un mauvais message. C'est un message qui est problématique. Ça, effectivement, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, en expliquant tout l'intérêt, peut-être en faisant tout ce travail d'explication de tout ce qu'apporte un beau produit, un développement économique, la création d'emplois, la maîtrise de savoir-faire, et combien c'est précieux pour un pays. Ça lui permet par ailleurs
plus il est fort économiquement, et plus il peut aussi protéger les gens qui ont besoin d'être protégés, avoir la force aussi de se protéger lui-même dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Donc c'est un véritable enjeu, ce travail d'explication, qui dépasse nos entreprises d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a une méconnaissance, une incompréhension, c'est que on salue la performance, enfin les sportifs, parce qu'on estime que c'est une performance. On se dit, waouh, c'est quand même assez admirable. Et les gens, probablement par méconnaissance, se rendent pas compte de la performance d'une entreprise. Certains ne se rendent pas compte qu'ils font partie eux-mêmes d'une aventure qui, à l'échelle mondiale, se distingue. C'est-à-dire, disent, ah, vous êtes chez eux, incroyable, etc. Et moi, je voulais doubler ce que tu as dit sur le problème d'avoir des gens qui, finalement, partent parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'on n'aime pas le succès. Il y a un autre sujet en France qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que souvent, il y a deux choses qu'on n'aime pas en France. Il y a le succès, tu l'as dit, et l'échec. C'est les deux choses qui sont, j'allais dire, d'un bout et de l'autre du spectre, mais qui font finalement l'entreprise. Parce que tu parles d'entreprises qui se transmettent. Mais en fait, il y a peu d'entreprises qui sont millénaires, qui ont beaucoup de sens. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait de l'histoire économique avant de rentrer, de devenir entrepreneur. Et donc, je faisais des recherches et tout. Et j'avais un patron à la fac, qui est un grand historien. Et il disait, en fait, c'est le triptyque de l'histoire économique, de l'entrepreneur. Le grand-père était un aigle, le fils un faucon, et le petit-fils un vrai con. Donc en gros, tous les gens qui disent « ouais, c'est pas normal, faut taxer les successions parce que c'est pas juste », laissez faire la nature, parce que c'est rarissime, ça arrive, et c'est formidable, c'est rarissime qu'une entreprise puisse se transmettre sur plusieurs générations. Alors il y a les Michelin, il y a les Dassault... Ça arrive, mais ça arrive. Et d'ailleurs, du coup, ça fait des très grandes entreprises. Ça fait des trucs merveilleux. Mais c'est plus dur. Et c'est pas obligatoire. Et il y a une entropie dans la vie économique qui est réelle. Il y a des évolutions de la vie économique. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. De nouveau, l'entreprise, c'est pas une rente. Ouais. L'entreprise, tu marches bien et le jour suivant, tu peux ne plus bien marcher. C'est pas une rente. Par contre, moi, j'ai une vision pragmatique. On le sait, la vision sur l'échec et le succès. C'est peut-être pas d'ailleurs la vision partagée par tous les Français. Mais bon, c'est comme ça. Mais indépendamment de ça, comment est-ce qu'on fait pour que comment est-ce qu'on plaide pour qu'on mette en place dans notre pays des outils qui permettent de développer notre économie, de nous rendre plus prospères, parce qu'on sait de nouveau que de cette prospérité, de cette économie développée, dépend la qualité de vie non pas seulement les chefs d'entreprise ou même leurs salariés, mais de tous les Français. Et c'est ça le vrai enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un plus grand nombre de TI. Imagine, intermédiaire, donc 50 millions, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est la catégorie de taille intermédiaire. Il y en a 20 000 en Allemagne, tu en as 7 200 en France. En 1980, il y en avait autant en France qu'en Allemagne de l'Ouest. Donc en 35 ans, on a pris un énorme retard par rapport aux Allemands, alors qu'on partait avec le même nombre d'entreprises. Et encore. Donc c'est pas un problème, un génie allemand et un problème français. On a pris un certain nombre de décisions qui ont eu des conséquences extrêmement graves sur le nombre de TI. Alors on peut se dire, ok, c'est peut-être pas grave ou très bien, mais en réalité, en faisant ça, sur la recette fiscale française, sur l'emploi français, avec des taux de chômage qui étaient anormalement élevés, sur la maîtrise de nos savoir-faire, sur la santé et l'économie de nos régions. Et ça, par contre, ça a un impact sur la vie des gens. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter ça ? Nous, quand on s'est mobilisé autour de ce sujet, notre but, c'était de faire comprendre qu'on était en train de détruire notre économie. On s'est mobilisé au début, au milieu des années 95, sur le constat que toutes les boîtes moyennes grandes se vendaient, parce qu'on ne pouvait plus les transmettre en France. Alors que nos voisins européens transmettaient leurs entreprises, et on voyait des entreprises étrangères qui, elles, pouvaient se transmettre et qui rachetaient les boîtes françaises. Oui, parce qu'en Allemagne, en Italie, en Suisse, c'est 0 droit de succession sur l'outil de travail. Alors, le taux moyen en Europe, c'est 5%. Okay. La France, c'est autour de 11%,
plus la distribution, plus la taxe que tu payes quand tu distribues, parce que tu payes comme une personne ta transmission, donc tu dois distribuer des dividendes, c'est des montants qui sont très importants, tu vas payer des montants sur la valeur de ton entreprise. Donc en réalité, ton taux réel est plutôt autour de 15-16 en ligne directe. Imagine que tu n'aies pas d'enfants, ce qui est totalement une injustice aussi, et que tu veuilles transmettre par exemple à des cadres qui ont travaillé avec toi. Là tu payes encore plus. Là, tu montes à plus de 20-25% si tu as signé ces fameux packs du trade dont on parle. Et avant ça, c'était plus de 60%. Il fallait payer la moitié de la valeur de ton entreprise pour la transmettre. Donc, ce que faisaient les gens, ils vendaient, le plus souvent à des entreprises étrangères. Et les entreprises étrangères, dans un environnement français qui, en plus, n'est pas très compétitif, elles fermaient les sites de production. Moi, j'avais l'exemple, par exemple, de Rossignol. Toute la filière ski, d'ailleurs, s'est vendue dans les années 90. Et ils avaient 1800 emplois dans les vallées. Donc c'était une entreprise familiale. Oui. 2 ans après, ils avaient 180 emplois dans les vallées. Tout avait disparu. Et ça, ce nombre de catastrophes humaines, puisque c'est des catastrophes humaines, c'est des usines qui ferment, avec les conséquences pour toutes les équipes, ça a été extrêmement important entre 80 et 2000. On s'est complètement désindustrialisé. On a un taux d'industrialisation qui est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne, alors qu'on a des inventeurs, des ingénieurs, on avait des savoir-faire. Les Français sont très créatifs, sont très travailleurs quand ils sont dans les bonnes organisations, passent bien à l'international. Donc on est extrêmement bien placé en Europe, probablement même mieux que les Allemands. On a 2 façades océaniques importantes, on est au cœur de l'environnement européen. Notre pays est un pays assez extraordinaire. On devrait être l'une des puissances économiques les plus fortes d'Europe, et on ne l'est pas parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Parce qu'on a pris des décisions qui nous ont bloqués et qui ont provoqué les ventes de nos entreprises, là où nos voisins européens, eux, avaient compris que l'entreprise, si elle peut se transmettre, c'est quand même intéressant qu'elle reste avec un capital italien, allemand, espagnol, belge. Et effectivement, les taux de transmission dans ces pays sont très faibles. Ouais. Mais alors, comment t'expliques qu'on en arrive? Parce que je reprends ce que tu disais. D'ailleurs, on a reçu Renaud Dutreil sur ce même podcast il y a quelques semaines, qui nous expliquait que ces décisions économiques, finalement, les gens qui les promouvaient au nom de ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui la justice fiscale, hein, c'est-à-dire oh là là, j'allais dire la transmission est une fracture à l'égalitarisme français. Et bien en fait que les partisans de cette politique, paradoxalement, sont les idiots utiles de Wall Street. Puisque finalement, ils conduisaient des entrepreneurs à vendre à des entreprises financiarisées. À quel moment, enfin, est-ce que toi, tu as une explication qui fait que la France fonctionne bien jusque dans les années 80, enfin début des années 80, fin des années 70, début des années 80, il y a un gouvernement qui arrive et qui fait la chasse aux 200 familles, puisque c'était dans le programme. Donc 200 familles qui étaient censées contrôler l'économie française et quelque part un peu la cornaquer. Et en voulant les déshabiller, finalement, ils mettent tout par terre, quoi. En fait, je pense que dans un premier temps, l'idée du gouvernement socialiste de l'époque, c'était de doubler les droits de succession. Et ça a des conséquences, mais pas forcément économiques. Oui, ça a des conséquences que ça peut faire partir des gens qui ont réussi à l'étranger, si les droits de succession sont plus bas à l'étranger. Mais tu as quand même des droits de succession généraux qui sont à un certain niveau dans tous les pays européens. Donc et je pense que ce qu'ils ne comprennent pas à l'époque, c'est la conséquence sur les entreprises. Et nous, quand on constate d'abord l'hémorragie, parce que ça c'était le premier constat, et qu'on voit... C'est-à-dire, tu vois des sous-traitants, tu vois des confrères... Yvon Gattaz qui écrit un article en 95 en disant toutes les boîtes moyennes grandes de l'après-guerre qui ont réussi sont en train de se vendre. Et c'est à bas bruit, aucun macroéconomiste n'en parle, et on est en train de vivre une catastrophe dont on mettra, il a été assez visionnaire, on mettra plus de 20 ans à se remettre. Donc ça, il l'écrit, c'est quoi? Il l'écrit 80, 90 95. Et autour de ça, on se réunit, moi j'avais 27 ans, on se réunit autour de lui et on crée une première organisation qui sera le METI d'aujourd'hui, en disant... METI, c'est Mouvement des entreprises de taille intermédiaire. On ne peut pas laisser passer ça. On peut pas se plaindre et ne pas réagir et ne pas expliquer parce que c'est une catastrophe. Et là, en face de nous, on a eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, et en fait, le sentiment qu'on avait à cette époque-là,
c'était plutôt un sentiment qu'ils n'avaient pas compris le problème. J'ai pas ressenti fortement à l'époque une très forte idéologie. C'était plutôt, on n'avait pas vu que ça pouvait bloquer les transmissions d'entreprise. Comment il faut qu'on fasse? Et donc, ce que tu dis, c'est que tu as reçu Renaud Dutreil. Ouais. Les premiers pactes qu'on a négociés avaient été votés avec le gouvernement de Jospin. Ouais. Comme quoi, gauche, ça marche aussi. Voilà. Et en fait, droite et gauche, ce qu'ils disent surtout, c'est ça c'est embêtant quand même que les boîtes se vendent. Et effectivement, eux, à l'époque, ils font le lien avec vente à des fonds, surtout à des entreprises étrangères, risque d'avoir des fermetures d'usines, etc. Et ils passent la loi. Et ça, c'est une révolution. On est toujours 2 fois plus cher que l'environnement européen, mais on peut de nouveau transmettre les entreprises. Et tu vois, moi, Sisley, par exemple, aujourd'hui, il n'y aurait pas de Sisley. Tout ce qu'on a généré comme impôt, tout ce qu'on a généré, on a investi près de 200 millions d'euros sur le territoire français. On a ouvert une usine à Blois. On a ouvert un centre de recherche et de logistique énorme à Saint-Ouen-l'Aumône. On vient de refaire un nouvel investissement. Tout ça, ça n'aurait pas existé. C'était impossible de transmettre Sisley dans les conditions de l'époque. On l'aurait probablement vendu, probablement pas une entreprise française, parce que les entreprises étrangères, en général, te proposent plus, qu'elles veulent acquérir le savoir-faire français. Et tous ces investissements, toutes ces recettes fiscales, on a créé plus de 1000 emplois en France entre les débuts des années 2000 et aujourd'hui, tout ça, ça n'aurait pas eu lieu. Donc tu n'aurais pas pu reprendre la boîte de tes parents. Je n'aurais pas pu reprendre la boîte de mes parents, c'était impossible. Il fallait sortir quasiment 55% de la valeur de l'entreprise. Tu vidais l'entreprise de sa substance. Jamais tu fais un cadeau ou même une mission comme ça à tes enfants. Tu préfères vendre et qu'ils se débrouillent. Ça aurait été une rupture. Probablement, Sisley ne serait pas à la taille auquel elle est aujourd'hui tout court. Et en tout cas, il n'y aurait certainement pas l'usine en France, etc. Donc, moi je l'ai vécu à titre personnel, mais surtout, on a repermis aux entreprises de se développer. 2000, tu as 3000 ETI, même un peu moins de 3000. Donc c'est-à-dire que... Aujourd'hui, tu en as 7200. Ouais, donc quand j'entends, par exemple, la Cour des comptes dire dans son rapport qu'on ne mesure pas de retour sur investissement sur les packs Dutreil, alors soit ils sont aveugles, soit ils veulent pas regarder, soit ils veulent pas faire d'études. Il y a de quoi tomber de sa chaise. Il n'y a pas un peu d'idéologie aussi. Ouais. En tout cas, je dis, c'est factuellement le retour sur investissement, ne serait-ce que par le nombre de TI qui a plus que doublé par rapport aux années 2000, il te montre déjà qu'en donnant plus de temps, il faut en moyenne en France, pour arriver à la taille ETI, c'est-à-dire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut 21 ans. Tu as besoin de temps. Entre quoi? La création et... Monter une start-up, tu peux la monter. La revendre, tu peux la revendre. Mais si tu es un bâtisseur et que tu veux construire sur une plus longue période de temps, arriver déjà à 50 millions, il faut 21 ans, en moyenne. Tu as des boîtes qui vont plus vite, tu as des boîtes qui vont moins vite. La moyenne pour arriver à 50 millions, c'est 21 ans. Donc tu comprends à partir de là que le fait d'avoir un actionnariat stable dans la durée, et c'est ça la transmission, ça va te permettre d'avoir plus de boîtes qui sont grandes. C'est-à-dire plus d'entreprises solides, où il fait meilleur vivre pour les salariés, parce qu'il y a quand même, à la fois, tu connais les propriétaires, et puis tu as de la sécurité, parce que l'entreprise est quand même assez grande, tu peux avoir des plans de carrière, elle investit, elle embauche, elle forme, elle exporte. Elle est dans les territoires. Ouais. 85% des ETI sont dans les territoires. Donc là, tu as vraiment... Et ce combat-là, ce problème-là, t'avais pas dit... Quand il a été fait, je n'avais pas le sentiment qu'il y a de l'idéologie. Depuis 4-5 ans, par contre, et les débats actuels, tu as par contre un retour de l'idéologie. D'accord. C'est-à-dire que là, le raisonnement, il est plus comment faire pour avoir plus de TI, il est les inégalités, on veut pas de différence, ça nous est égal que le pays soit plus prospère. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de personnes qui réussissent. Parce que qui dit réussite dit forcément inégalité, et donc ça ne va pas. Et donc là tu as quand même un sujet, alors qui n'est pas partagé, je pense, par tout le monde, et notamment dans les études que tu vois, pas par les Français, qui sont très favorables qui sont plutôt favorables à ce qu'on ne taxe pas trop l'héritage, mais qui est un sujet collectif sur lequel il faut s'interroger. Est-ce qu'on veut revenir au chômage de masse, revenir à des situations où on ne maîtrise pas nos savoir-faire dans un monde qui est de plus en plus compliqué, revenir à des situations où économiquement dans les territoires il y a de moins en moins d'entreprises,
Ou est-ce qu'on veut au contraire avoir une France dynamique, créative, où tu peux faire carrière quand tu es salarié, une France des bons salaires, parce que les ETI, c'est des entreprises de bons salaires, et l'industrie, c'est aussi une activité aujourd'hui de bons salaires, parce que beaucoup plus qualifiée. Ou est-ce qu'on veut ne parler que d'inégalité, et alors que le reste du monde qui comprend bien le sujet et essayer de favoriser cette transmission des entreprises pour garder leur indépendance, est-ce que nous, on veut prendre une posture idéologique, quitte à ne pas être prospère, quitte à ne pas avoir à perdre des emplois, etc. C'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Nous, on pense que ça vaut la peine de défendre ce sujet, qu'on a intérêt à avoir une France prospère, et que c'est l'intérêt, non pas juste des entrepreneurs ou même des entrepreneurs et leurs salariés, mais de l'ensemble du pays. Ouais, oui, parce que ce que tu dis, en fait, c'est pour faire ces belles entreprises capables de bien payer, d'exporter, d'innover, de faire grandir un petit peu l'image de la France aussi, de partir à l'international, d'offrir des perspectives aussi de carrière, parce que être embauché par une toute petite structure, même si c'est très sympa, l'évolution, elle est quand même assez vite, on touche au plafond. Donc, pour faire ça, il faut du temps. C'est ça qu'en fait, tout ce que tu expliques avec cette transmission, avec ce qu'ont fait tes parents, avec ce que... D'ailleurs, peut-être que toi-même, tu envisages déjà, tu prépares les choses pour la génération d'après. Ça a besoin de temps. Nous, on rencontre beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, notamment, qui ont aujourd'hui des usines en France et qui sont des boîtes, je sais pas, hollandaises, allemandes, irlandaises ou je ne sais quoi, et qui ont, en fait, plus elles ont de génération, plus elles sont importantes, plus elles ont de moyens. Alors, plus tu es important, plus c'est dur à gérer. Ouais. L'argument, y compris parfois de certains buffets, disait c'est pas parce que tu as gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques que tes enfants vont gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Oui. Mais en réalité, ce qu'on ne comprend pas dans la transmission d'entreprise, c'est que ce n'est pas forcément une transmission de la direction de l'entreprise. Oui. Les Bettencourt, ils sont plus au pouvoir. Hein. Exactement. Ce qui est important, par contre, pour l'entreprise, c'est d'avoir un actionnaire français de référence et qui donne un mandat de long terme. Et plutôt que d'avoir une autre approche qui éventuellement est plus court-termiste. L'approche long terme, elle est assez favorable au pays. L'approche aussi française est favorable parce que quoi qu'on dise, les actionnaires français, ils ont plus d'enracinement dans leur territoire. Alors il faut le prendre avec prudence, tu peux avoir des contre-exemples, etc. Mais tu as quand même, quand tu as des actionnaires français qui ont recruté leurs équipes et qui ont un attachement à leur entreprise, ils prennent des décisions qui sont plus en lien avec leur territoire que quelqu'un qui est pas français. Il faut de tout pour faire un monde économique, des entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, il faut des françaises, il faut des étrangères. Mais le fait d'avoir un plus grand nombre de ces entreprises moyennes, grandes, avec un attachement français, un actionnariat français, c'est super important. Et ces entreprises, à une certaine taille, elles peuvent aussi très bien avoir un manager qui n'est pas membre de la famille. Ce n'est pas un problème. Si les familiaux sont d'accord pour conserver l'actionnariat et donner le mandat, et donc de ne pas vendre leur entreprise, de ne pas toucher l'argent, et de poursuivre l'aventure, il faut l'encourager, au contraire. C'est dans l'intérêt général, c'est pas dans l'intérêt de ses actionnaires. Et c'est donc tout ce raisonnement-là sur la transmission d'entreprise qui est important à comprendre si on veut avoir une France prospère dans les 20 prochaines années. Parce que pour te livrer sur ce sujet-là un dernier chiffre, dans les 7 prochaines années, une ETI sur 2 va se transmettre. Donc notre capacité à ce que ça se passe bien ou mal... Donc les 7200 dont tu parles, il faudrait qu'il en reste, quoi. De notre capacité à ce que ça se passe bien pour le maximum d'entre elles, peut-être pas toutes, mais le maximum d'entre elles, va se jouer aussi un peu à l'économie des 20 prochaines années. Alors justement, on parlait de transmission, je pense que tu as assez bien démontré l'utilité d'avoir une visibilité, une pérennité, puis une certaine bienveillance aussi par rapport aux familles qui sont elles-mêmes des investisseurs et des entrepreneurs bienveillants par rapport au territoire. Donc tout ça est une chaîne de bienveillance qui fait qu'à la fin on s'y retrouve normalement. Il y a quand même eu l'an dernier, avec cette histoire le record du monde de budget, de débat budgétaire le plus long et le plus désagréable, je pense, pour les entrepreneurs. Il y a eu un phénomène qui repointe le bout de son nez, là, puisqu'on a eu le plaisir de lire dans la presse économique qu'il y avait une saison 2, et la saison 1, c'était la taxe Zuckman. Bon.
Alors la taxe Zuckman, ça a quand même été une trouvaille qui posait un certain nombre de questions. La première, c'est comment quelqu'un comme lui, qui était pas très connu, en tout cas en France, a fait autant de télé et sans contradiction. Bon. Et deuxièmement, comment est-ce que l'idée qui a été... Surtout ça qui est choquant, sans contradiction. Voilà, sans contradiction. Et puis ensuite, comment est-ce que cette idée, avec un certain nombre de fake news autour, dans le genre les riches via leur holding ne payent pas d'impôts, comment est-ce qu'on a pu avoir une part significative de l'opinion publique qui s'est dit « Ah bah tiens, ouais, bonne idée ». Voilà. T'expliques ça comment? Enfin, tout, le début, la fin, enfin, tu commences par où tu veux. Je pense qu'on ne comprend pas les conséquences qu'aurait une taxe de ce type. D'abord, c'est pas nouveau. Ça a déjà été fait. Ça a été fait, mais d'une manière édulcorée. C'était pas aussi radical. Donc on a déjà vu, alors même que le taux était plus bas et que l'outil de travail était exonéré, quand tu étais dirigeant, on a vu cette taxe appliquée pendant 20 ans. C'était l'impôt sur la fortune? C'était l'impôt sur la fortune. Ouais. Quand il s'appliquait aux entreprises, je laisse le reste, mais quand il s'appliquait aux parts d'entreprise. Et le résultat, ça a été la vente des boîtes. Ça a été la vente des boîtes. Un certain nombre d'entreprises l'ont même dit très ouvertement, si tu ne faisais pas de bénéfices, que tu avais des actionnaires familiaux non dirigeants et qui n'avaient pas forcément des revenus importants, tu te retrouvais à devoir vendre et tu devais payer jusqu'à 70% de ton revenu. Et ça, c'était en exonérant l'outil de travail. Et avec un taux qui allait jusqu'à 1,5%. Et là, et donc tu vois que ça n'a pas marché. Tu vois que et en plus, c'est qu'en France. Ajoute ça. C'est qu'en France, c'est pas dans le reste du monde. Oui, donc ça veut dire que c'est un désavantage pour les entrepreneurs français par rapport aux autres. Et surtout, alors tu te retrouves avec cette pénalisation, effectivement. En plus de ça, ça t'incite à aller monter tes affaires ailleurs. Donc tu as et à vivre ailleurs et tu génères une hémorragie en plus des talents. Mais tu fais, pendant 20 ans, tu te rends compte que c'est catastrophique et tu arrêtes. Donc tu t'es trompé, quoi. Et là, qu'est-ce que tu fais? Au lieu et c'est là où c'est choquant. Au lieu de dire, tu es économiste, tu vois que ça a été fait, tu vois comment ça s'est passé. Au lieu de dire, en fait, on voit que ça n'a pas marché, là, tu dis, ça n'a pas marché, donc on va le faire 2 fois plus fort. On va plus exonérer le travail, on va mettre 2% de taux. Mais tu n'es pas économiste, là, tu es autre chose. Tu es idéologue, peut-être. D'ailleurs, Zuckman le dit, quand tu lis bien son détail, il dit, moi, c'est pas la prospérité qui m'intéresse, c'est les inégalités. Moi, je m'en fous qu'on soit pas prospère, on peut tous être pauvres, mais je veux pas qu'on soit inégaux. Et ça, c'est une erreur, à mon avis, énorme pour un pays. C'est de la morale, ça. De mettre... C'est de l'idéologie, voilà. C'est-à-dire, et c'est pas en tout cas un travail d'économiste, c'est un travail politique. Alors, tu sais, donc, ça, ce que c'est qu'un économiste? C'était M. Maris qui disait ça. L'économiste, c'est quelqu'un qui t'explique le lendemain pourquoi il s'est planté la veille. Mais un économiste sérieux, surtout un scientifique en général, il est pragmatique, il prend les faits, il regarde les faits, et il peut se tromper, il peut changer d'avis si c'est fait. Mais tu prends là, c'est pas une démarche factuelle, puisque la démarche factuelle, c'est d'observer ce qui s'est déjà passé, de voir que ça n'a pas marché, et de ne pas reproduire 2 fois une erreur qui a quand même coûté à la France quasiment la vente de 4 à 5 000 entreprises de taille intermédiaire et sans doute un plus grand nombre de PME. Donc c'est vraiment, on voit que ça a été une erreur. Qu'est-ce qui se passerait si tu mettais en place la taxe Zuckman? Très concrètement, et ça, moi ça me choque, ça veut dire que probablement la plupart des ETI françaises et des grosses PME, c'est-à-dire des boîtes de 30 à 50 millions d'euros, se vendraient. Parce que là, il ne faut pas attendre la transmission. C'est tous les ans. C'est tous les ans. Et donc, tu te retrouverais... Alors, tout le monde parle de Mistral. Mistral, une boîte qui ne fait pas de profit et qui est très, très valorisée. Mais prends d'autres types d'entreprises. Prends, par exemple, une entreprise industrielle qui a peu de profit. Elle va avoir une valorisation, mais ses profits sont faibles. Alors, prends des chiffres... Je sais pas, moi, elle est valorisée, c'est une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est valorisée, mettons, une fois et demie son chiffre d'affaires, ou une fois son chiffre d'affaires, ça fait 100 millions. 100 millions, 2% de 100 millions, ça veut dire que tu payes 2 millions d'euros de taxe Zuckman, et tu n'as pas de profit. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas les moyens. En plus, alors, tu vas devoir. En plus, c'est pas l'entreprise qui va devoir payer, vider. Tu vas devoir vider ton entreprise de sa trésorerie au début si tu veux survivre.
Donc tu vas distribuer 2 millions d'euros en payant 37% ou 34% de taxes de distribution. Et là-dessus, et sur ce que tu touches personne physique, tu vas devoir payer tes 2 millions d'impôts. Donc tu vas payer quasiment, tu fais ton calcul. Tu fais 3. En fait, il faut sortir 3 millions tous les ans. Donc tu vas sortir 3 millions. Avec ça, tu ne vas pas acheter les 2 ou 3 machines dont tu as besoin pour te moderniser face à ton concurrent allemand. Et tu fais ça pendant 2-3 ans et tu es mort. Donc qu'est-ce que tu vas faire si tu es logique? Tu vas vendre ta boîte. Très vite si tu n'as pas de profit. Maintenant, prends des boîtes qui marchent super bien. Troisième cas de figure. Tu as Mistral, tu as la boîte industrielle. Prends maintenant une boîte, un exemple de rentabilité. Hermès. Ouais. Hermès, on sait tous que c'est une entreprise extraordinaire qui a très bien réussi, etc. Sa cotation, sa valorisation en bourse, je ne l'ai pas revérifié exactement, mais elle est de l'ordre de 0,9%. Donc si tu dois payer 2%... 0,9% du chiffre d'affaires. De la valeur de ton action. Ton action, elle te rapporte... Ah oui, d'accord, oui, tu as une rentabilité 0,9. Donc tu dois vendre des actions Hermès pour payer ton truc chaque année. Oui, parce qu'en fait, elle te sert donc que 0,9 quand et toi, tu dois payer va en disant, ça y a des boîtes en 6 à 10% de rendement. 6, il commence l'émission en disant 6 et il termine en disant 10. Il raconte n'importe quoi. En fait, les boîtes qu'on considère comme des boîtes très prometteuses, très très solides, elles ont souvent des rendements elles ont souvent des valorisations qui sont élevées. Et donc, le calcul de la taxe étant sur la valorisation, elles n'ont pas des rendements si importants que ça. Hermès a un rendement faible par rapport à... Si tu achètes une action Hermès, ça te rapportera 0,9%. Donc tu ne pourras pas payer la taxe. Ça veut dire que la taxe Zuckman va être une... D'ailleurs, ça la rend inconstitutionnelle par ailleurs, mais ça veut dire qu'elle va te prendre plus que ton revenu. Donc tu détruis tout l'investissement en bourse pour les Français. Tu vas avoir une bourse qui va appartenir à des étrangers qui ne payent pas la taxe Zuckman. Tu vas faire partir de manière encore plus accélérée tous les gens qui créent. Mais surtout, tu vas générer la vente de toutes les boîtes. Certains devront vendre dès le début parce qu'ils ne pourront pas payer. Et d'autres, ils vont faire le calcul suivant. Ils vont se dire, en fait, ma boîte, là, ma trésorerie va être prise chaque année pour payer cette taxe Zuckman. Au bout de 4-5 ans, ça va rendre mon entreprise plus compétitive. Il vaut mieux que je vende tant qu'elle vaut encore quelque chose plutôt que d'attendre 4-5 ans. Et donc, tu vas provoquer ce qu'on a connu déjà, une hémorragie terrible d'entreprises françaises. Une panique à la vente. Et même si tu mettais ça, quand tu te rendras compte pour la deuxième fois que c'est une énorme erreur, pour ne pas dire un mot plus fort, ce sera, pour rattraper le coup, il te faudra 20 ans. Les 21 ans pour recréer des boîtes qui arrivent à la taille ETI en espérant que ce qui est bien, c'est que... Et en espérant que tu n'aies pas perdu les savoir-faire. Ouais. Parce que dans le monde industriel, il y a aussi une autre chose. C'est que quand tu perds les savoir-faire, pour les retrouver, une fois que tu as perdu les gens qui faisaient tes équipes, les gens qui font le savoir-faire, que tu as agrégé autour d'un métier, pour le reconstruire, il faut que des nouvelles personnes arrivent à le reconstruire, il faut du temps et ce n'est pas toujours faisable. Et donc, ce serait une erreur qui serait considérable. Et ce qui est étonnant, c'est surtout que ce ne soit pas plus qu'on donne une telle tribune sans qu'il y ait une contradiction qui permette d'expliquer, parce que c'est quand même vraiment des faits, c'est factuel, à quel point ça serait catastrophique. Et moi, je conclus en disant une chose sur ce sujet-là. J'aimerais bien que Zuckman, il aille dans les usines quand elles vont fermer pour aller expliquer aux salariés des boîtes qui ferment pourquoi elles ferment. Pour la justice. Quand les boîtes, voilà, et des gars qui ont 15 ans, 18 ans, moi j'en ai eu un une fois dans un débat en face de moi, et qui me disent, moi je comprends pas, ça fait 18 ans que je travaille dans la boîte, et là la boîte elle ferme, parce qu'elle elle a été vendue à des étrangers, ils ferment l'usine. C'est Zuckman, après les plateaux télé, qui ira expliquer ça aux ouvriers, que la raison pour laquelle, pour son idéologie, son usine elle ferme en France. Moi je trouve ça assez triste. Ouais. Alors, tu as un très bon bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, mais moi je le recommande à chaque fois, c'est celui de Samuel Fitoussi qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent », c'est ça. Et qui explique en fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un phénomène qui existe beaucoup en France du fait de notre centralisation, qui t'explique que l'intellectuel, du haut de son pupitre à la fac ou dans un ministère ou machin, finalement il est très loin de la réalité des gens qui vont vivre les effets de sa propre idéologie et de ses choix.
Donc, moi, j'enseigne une idéologie, imaginons, compatible avec celle que tu viens de décrire. Ça finit par toucher le microcosme parisien. Comme c'est un pays centralisé, les médias balancent, le machin. On finit par convaincre une majorité de députés qui vont voter le truc. Bon, et à la fin, ça arrive dans les territoires et ça donne les catastrophes que tu connais. Mais on pourrait parler du monde agricole, qui est exactement la même chose. Et à la fin, quand les agriculteurs font faillite, quand les boîtes se vendent, quand on licencie les ouvriers, les machins, les trucs, il est toujours à Sorbonne, il continue à enseigner. C'est des gens qu'il ne va même pas croiser. C'est-à-dire qu'il y a cette déconnexion assez forte dans notre monde centralisé entre celui qui va concevoir une idéologie qui peut être positive. Encore une fois, c'est une capacité d'abstraction qui fait que on va simplifier la complexité du monde dans un récit avec, on va dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les gentils, les méchants, enfin bon, tout ça. Donc ça nous sert parce qu'on a l'impression de mieux comprendre le monde par le prisme idéologique. Mais à la fin, on a cette capacité, nous Français, à mettre des années à se rendre compte de nos erreurs parce que entre la tête et les pieds qui commencent à prendre l'eau, il y a quand même beaucoup plus de distance qu'ailleurs. Tu vois, on a parlé de l'Allemagne, on pourrait parler de la Suisse, mais pareil pour l'Italie. Il y a quand même des pouvoirs régionaux qui sont très forts et avec une capacité de décision locale qui fait que, quand tu vois les usines fermées, on était ensemble à Blois avec un maire socialiste. Je pense qu'il y a moins d'écart entre le maire socialiste de Blois et un maire centriste ou républicain de communes équivalentes que entre lui et son député ou la tête de son parti. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en local, on se rend compte de ça. C'est certes que les maires sont pas des chefs d'entreprise, mais enfin, c'est des gens qui sont en contact avec un environnement social, humain, économique, qui les rend pragmatiques. Et ça, c'est un premier point. Moi, je suis pas critique des intellectuels en soi. Par contre, la démarche intellectuelle demande une certaine rigueur scientifique, c'est-à-dire s'en tenir aux faits. Ce qui me gêne, c'est quand, sous couvert de démarche scientifique, on mêle de l'idéologie. Et là, ça devient un sujet. On fait de l'ingénierie sociale, on fait de la morale, et on ne cherche pas juste à avoir un résultat qui soit efficace et qui permette, par la recette fiscale, par l'impôt ensuite, à l'ensemble des Français, de la collectivité, d'en bénéficier. C'est ça qui me choque. Après, il y a un autre sujet qui est le rôle de l'État, qui est très précieux, le rôle de l'État, mais le problème de l'État, c'est que, en tout cas de l'État français, mais pas seulement, c'est que l'État a un tropisme de contrôle plus que d'action. Il a même une formation qui est très orientée sur cette approche de contrôle et qui forme d'ailleurs des gens qui sont parfois des gens brillants, mais dans une seule démarche de contrôle et non d'action, qui ne calculent pas les retours sur investissement, d'une part, c'est-à-dire en quoi les résultats d'une politique, fiscalité, par exemple, bien pensée, va me permettre d'avoir plus d'entreprises, donc une plus grande assiette fiscale, donc plus de recettes fiscales, et d'autre part, qui va mettre en place des réglementations qui sont... C'est nécessaire d'avoir des réglementations, ça fait partie, c'est absolument même nécessaire à une économie, même libérale, mais par contre, il faut avoir des réglementations qui soient adaptées, sur lesquelles on ait fait des mesures d'impact. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et que subissent les maires, les médecins, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, et même nous en tant que particuliers, c'est une espèce de surréglementation qui est mal mesurée et qui en fait coûte extrêmement cher à notre économie et à notre pays. Pense que pour les seules entreprises de taille intermédiaire, la surréglementation française, le coût est évalué à 28 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié de l'impôt sur les sociétés. Les surréglementations coûtent la moitié de l'impôt sur les bénéfices des entreprises. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça... Tu aurais 28 milliards de plus dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que vous paieriez 28 milliards de plus dans les... il y aurait 28 milliards de plus dans les entreprises. Dans les entreprises, et donc par effet de... 25%. Tu aurais presque pas tout à fait 10 milliards dans les caisses de l'État. Et cette surréglementation, c'est vraiment un poids. Quant au retour sur investissement, au calcul du retour sur investissement, il est absolument clé. Tu vois, pour avoir une recette fiscale qui est le but de l'État, tu as, pour pouvoir financer ses politiques dans l'intérêt de la collectivité,
il y a deux facteurs qui comptent. Il y a le taux, mais il y a aussi l'assiette. L'assiette, c'est la taille du gâteau sur lequel tu vas appliquer un taux pour prendre quelque chose. Je vais te donner l'exemple trop souvent pratiqué en France. Disons que j'ouvre une boulangerie dans une rue commerçante à Paris. Okay, et je me dis, moi je vais faire plus de chiffre d'affaires, donc je vais mettre ma baguette, je vais la mettre à 1,50 €. Bon, légalement, je n'ai pas le droit, mais imaginons-le pour le plaisir du truc. Bon, il y a 3 boulangeries dans la rue, j'ai un prix plus élevé, combien je vais vendre de baguettes? À moins d'avoir une baguette extraordinaire, 0, puisque les autres sont à un peu moins d'1 €. Je me dis, je les remets à 1 €. Je la mets à 1 €, ma baguette n'est pas si mal que ça, je suis bon boulanger, je vais faire un certain chiffre d'affaires. Et là, l'État vient et dit, ah ouais, mais vous avez un manque à gagner de 50 centimes par baguette. Hein. Non, je n'ai pas un manque à gagner de 50 centimes par baguette, je n'aurais pas vendu une seule baguette. Mon assiette aurait été égale à 0, puisque à ce prix-là, personne ne l'aurait acheté. C'est un peu pareil avec la fiscalité. Tu te retrouves avec des taux... on est dans un environnement européen. 60% de nos échanges sont avec l'Europe. On surtaxe les entreprises françaises de 130 milliards d'euros tous les ans. Surtaxe, ça veut dire plus que ce que tu payes si elles avaient 130 été... milliards à proportion, ça se calcule avec la part du produit intérieur brut, tu payes à proportion 130 milliards de plus d'impôts que si l'économie française était en Allemagne, ou l'Allemagne c'est même plus, mais en moyenne dans moyenne européenne. Ouais. Donc ça veut dire que tu as 130 milliards d'euros de moins pour investir, pour te moderniser, pour payer les gens, pour aller à l'exportation, pour payer tes équipes, pour recruter des gens de meilleurs talents, pour te développer. Si constamment, pendant 10 ans, tu es comme ça, au bout d'un moment, tu commences à avoir des boîtes qui ferment, on te dit « Ah, il n'est pas très dynamique par rapport aux Allemands. Les Allemands sont vachement plus doués que lui. » Sauf que tu ne payes pas du tout les mêmes impôts. Et je regarde l'Allemagne, je regarde l'Italie, je regarde la Hollande, et je me dis « Mais ils n'ont pas des services publics moins bien que nous. Ils ont l'éducation, ils ont la santé, ils ont les mêmes avantages auxquels on tient tous collectivement, mais ils n'ont pas placé leurs entreprises dans une situation où elles ne pourraient pas se développer. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ton assiette fiscale, le nombre sur laquelle tu taxes, elle se réduit. Tu as de moins en moins d'entreprises. Prends l'exemple des taxes de production, qui sont une taxe, alors c'est presque 200 taxes qui taxent quand tu produis en France, indépendamment de ton bénéfice. Oui, c'est-à-dire que tu commences ton activité, qu'elle soit rentable ou pas, tu les payes. Tu payes des taxes sur tes équipements, sur ton terrain, sur ta construction, tu payes des taxes sur ta masse salariale, tu payes des taxes sur ton chiffre d'affaires et ta valeur ajoutée. Rien qui soit lié à tes bénéfices. Tu les payes, c'est à peu près 40% de plus que l'impôt sur les bénéfices en France. L'impôt sur les bénéfices, c'est 58 milliards. Les taxes de production, c'est 84-85. Okay, donc c'est vraiment des taxes importantes. Ça, en Allemagne, c'est 6 fois moins. Il n'y a pas de génie allemand, hein, il n'y a qu'une déficience française. C'est-à-dire qu'on met les Français, on a fait le contraire de ce que fait Trump. Trump, il a mis des droits de douane sur les importations aux États-Unis. Nous, on a mis des droits de douane, mais sur ce qu'on produit chez nous. C'est quand même un truc génial. Mais et on paye ça collectivement par du chômage de masse, c'est-à-dire des familles où les gens, ou même tu es dans un job, tu n'es pas content de ton job, tu trouves qu'on t'augmente pas, tu trouves qu'on ne te valorise pas, mais tu ne peux pas changer, tu as des traites à payer, donc tu restes là et tu n'es pas très heureux. Le plein emploi, quand il y a de l'activité, je crois qu'il y a 4-5% de chômage en Allemagne, tu n'es pas content de ton job, tu démissionnes. Puis tu vas ailleurs, et puis tu vas retrouver du travail tout de suite. Oui, ça donne un rapport de force qui n'est pas du tout le même. Hein. C'est d'ailleurs un rapport de force qui n'est pas facile à gérer pour les entreprises quand on arrive au plein emploi, parce que vraiment le pouvoir passe aux salariés en réalité. Bah, c'est vertueux, c'est-à-dire que... C'est vertueux, et ça permet de créer une économie dynamique et où finalement collectivement on se sent bien, et ça doit être notre but. C'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en mettant ces contraintes, il y a deux grands écarts de compétitivité. C'est les taxes de production et le coût du travail qualifié. On est très compétitif sur les bas salaires. Il n'y a pas de problème de coût du travail sur les bas salaires, mais dès que tu arrives dans le travail qualifié, tu payes quasiment 2 fois les charges sociales patronales par rapport à ce que tu payes. Parce qu'en Allemagne, elles sont plafonnées, je crois, et elles sont pas plafonnées chez nous. La maladie est plafonnée, oui.
En moyenne européenne, les charges sociales patronales, c'est 1,23, et en France, c'est 1,41 et 1,45 sur les cadres. Tu te rends compte de l'écart ? Ouais, c'est considérable. Ça veut dire que quand tu crées des entreprises et que tu veux avoir des salariés qualifiés, plutôt mieux payés, tu te retrouves avec des écarts de compétitivité qui vont pénaliser, grever ton entreprise et la mettre en danger. Mais collectivement, il faut qu'on change ça, parce que il faut qu'on vise une économie des bons salaires, pas une économie des bas salaires. Ouais. Quant aux taxes de production, pour réexpliquer l'exemple de l'assiette et du taux, prends l'Allemagne. L'Allemagne paye 6 fois moins de taxes de production. Ils n'ont pas les droits de douane à l'envers. Ils ont un peu de taxes de production pour créer un lien entre les territoires et les entreprises, mais beaucoup moins élevé qu'en France. Par contre, ils ont 3 fois plus de TI et elles sont en moyenne 2 fois plus grandes. Fais tes maths, ils ont la même recette fiscale. Ouais. Et c'est là où on se loupe, nous les Français, mais en même temps, et on est des chefs d'entreprise donc on est positif, ça pourrait être rapidement corrigé. Le réalignement de la France sur son environnement européen, ne parlons pas de politique de l'offre, parlons juste d'un réalignement compétitif. On se réaligne sur la fiscalité européenne, celle de pays qui ont les mêmes exigences sociales que nous. Eh bien, en se réalignant, tu vas immédiatement créer des emplois, tu vas immédiatement créer de l'activité et susciter de nouvelles activités. Mais le plus fort, c'est que ça ne va pas te coûter. Tu vas générer de la recette fiscale. Et ça, je ne l'invente pas. Ça s'est produit pendant la fin du mandat de François Hollande et du premier mandat d'Emmanuel Macron. Tu as eu 20% de l'écart qui a été réduit. Et ben, en ne faisant que de réduire d'un cinquième l'écart entre la surfiscalité française sur les entreprises et la moyenne européenne, on a créé quasiment 1 million d'emplois. On a investi, le taux d'investissement a augmenté énormément, le nombre de TI a augmenté, et la recette fiscale, tu vas me dire, oui, mais ça a coûté, ça a provoqué un... Non, la recette fiscale, elle a augmenté. L'impôt sur les bénéfices, il a doublé, alors que le taux a baissé. L'impôt sur les dividendes, la distribution des bénéfices quand tu les distribues, a augmenté de 70%. Et les taxes de production, alors qu'on avait supprimé la moitié d'une des taxes qui s'appelle la CVAE, taxe sur la valeur ajoutée, la recette fiscale est passée à augmenter de 5 milliards. Donc en fait, ça rapporte, c'est possible, même si on a des forts déficits et une forte dépense publique, c'est au contraire la seule solution pour sortir par le haut du problème. Et ça nous permet collectivement, effectivement, de retrouver une économie française qui soit une économie dynamique et qui soit à la hauteur de ce qu'on devrait prétendre avoir, nous, en France, mais aussi qui nous permette, par ailleurs, de financer, de baisser la dette et de financer les politiques publiques nécessaires qu'on peut souhaiter, par ailleurs, d'avoir. Tu sens, parce que là, on va rentrer dans une période extraordinaire qui est l'engueulade nationale pré-élection présidentielle. Donc je pense que les bistrots vont reprendre de l'activité. Il faut investir dans les bistrots en ce moment. C'est là que ça va se passer. Tu sens quand même, parce que tu parlais, tu décrivais tout à l'heure la capacité française à faire une bêtise pendant 20 ans, s'en rendre compte, la corriger, laisser cette correction courir pendant 15 ans, et puis se dire, finalement, si on refaisait la même bêtise. En pire. Est-ce que tu sens quand même un personnel politique aujourd'hui plus à l'écoute par rapport à ce que tu dis que il y a 20, 30 ans, où tu penses que ça va encore être difficile et qu'il va falloir l'expliquer? C'est difficile à dire. Tu as ce que je remarque, disons, pour m'être vraiment engagé pendant 30 ans sur le sujet, c'est que depuis 4-5 ans, il y a plus d'idéologie. Donc alors le retour de l'idéologie. Indépendamment de la droite et de la gauche, il y a quand même plus d'idéologie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la phase préélectorale, tu as à la fois beaucoup de promesses et parfois aussi des propositions qui sont... Ils font des coups, quoi. Qui sont terribles économiquement et catastrophiques si elles étaient appliquées et qui créent des effets psychologiques d'ailleurs qui sont assez dramatiques. Moi, je crois qu'en tout cas, nous, chefs d'entreprise, on ne peut pas se plaindre, et on a notre responsabilité et notre rôle à jouer, on ne peut pas se plaindre et dire qu'on ne comprend pas l'économie, que ça ne se passe pas bien,
faire, comme tu dis, je veux dire, le côté français râleur au bistrot, si on parle pas, si on n'explique pas. Et c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on essaie tous de faire. On doit prendre la parole, on doit dire les choses, on doit expliquer nos problématiques économiques, on doit débattre si les gens sont pas d'accord avec nous pour expliquer pourquoi on pense que c'est important. Et on doit le faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une lourdeur de l'État. Il y a une lourdeur de l'État, c'est-à-dire il y a un manque de vision à moyen terme. C'est-à-dire que l'État, peut-être paralysé aussi par une dette très importante, il est un peu comme un lapin dans les phares devant la dérive de la dette française, mais il n'a pas cette conscience qu'on a, nous, chefs d'entreprise, de se dire on investit pour avoir un retour sur investissement. Est-ce qu'on peut, sauf si tu as d'autres choses à évoquer, est-ce que tu as des histoires un peu, des anecdotes qui se passent dans tes usines, dans tes équipes, des belles aventures, des belles histoires qui ont un peu marqué, toi, ta carrière, ou des choses, ça peut être d'ailleurs avec des associés, avec des clients, quelques anecdotes où tu te dis... ça m'a quand même fait plaisir, ce genre de truc, et que tu peux évoquer avec certains quand... Tu sais, dans une entreprise familiale, tu as plein d'histoires. En fait, tu as un attachement qui est profond, et moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir les équipes que j'ai. C'est vraiment une aventure humaine. Ça, tu as ça dans le monde entier. Moi, j'emploie 120 différentes nationalités. Je vais en Chine, alors, je ne fabrique pas en Chine, je ne fais que distribuer, mais j'emploie plus de 1000 personnes. Oui. J'ai des équipes en Corée, j'ai des équipes dans des pays aussi, aux États-Unis. J'étais là au Brésil où j'ai aussi une filiale. Tu vis le monde entier, ce monde qui se déchire par moments, avec des gens qui sont tous unis dans un but commun. Là, il y a une semaine, j'avais le séminaire de tous mes directeurs de filiales internationaux, donc 33 filiales. C'est tous des locaux, c'est des nationaux. Et ça fait plaisir de les voir. Ils viennent tous à Paris une fois par an. Ils ont un plaisir de se retrouver ensemble. Et ça, ces aventures humaines-là, c'est une part géniale de ton entreprise familiale. Tu me posais aussi une deuxième question sur... si j'avais autre chose à rajouter. Ouais. Il y a un point qui me paraît aussi un point important, c'est crucial pour bien comprendre, pour avoir une économie française qui soit une économie dynamique. Yes. C'est-à-dire une économie où quand tu es un jeune, tu n'as pas de moyens, tu ne viens pas d'une famille qui a des moyens, tu as une super idée, tu veux investir, tu veux trouver un marché tu veux trouver de l'argent pour pouvoir investir, toi tu n'en as pas. Et donc... trouver de l'argent qui va investir dans ta boîte en sachant que pour les startups, tu as une chance sur deux ou même sur plus que deux que tu perds tout. Quoi. Voilà. C'est la fiscalité du travail et la fiscalité du capital. C'est-à-dire la fiscalité du capital, c'est la fiscalité de l'investisseur. L'investisseur, c'est un gars, il met, 100 000 euros dans une boîte pour financer son départ. C'est de l'argent qui a déjà payé l'impôt. Et il le met, et il a une probabilité de ne pas le revoir. Il n'a pas de salaire. Il ne touche pas d'assurance chômage, d'assurance retraite, d'assurance maladie, etc. Tout ça va aux salariés. Ce gars-là, il échoue, il perd. S'il réussit, ce sur quoi il réussit, il paye déjà 55% d'impôts dans l'entreprise. Il paye 25% d'impôts sur les bénéfices et au prorata, compte tenu du poids de ses taxes, 30% de taxes de production. S'il met son argent, tu te rappelles qu'on a parlé beaucoup des holdings de réinvestissement, s'il met son argent dans une holding, il a déjà payé 55% d'impôts. Et la holding, il ne peut pas utiliser l'argent pour lui, donc c'est fait pour réinvestir. Ouais. S'il se distribue l'argent, par contre, parce qu'il veut profiter de l'argent qu'il a gagné, il repaye entre 34 et 37% d'impôts. Donc en tout, il paye plus de 70% d'impôts. Donc, il faut bien nommer les choses. L'impôt sur le revenu, le taux moyen, c'est 14%. La taxation
d'un investisseur qui peut tout perdre s'il ne perd pas ses 70. Et après, on se demande pourquoi en France, le marché des capitaux, il est faible et tu n'arrives pas à trouver de l'argent pour financer des projets. Alors qu'il y a une épargne monstrueuse. Alors, mais pourquoi tu épargnerais ? Mais il vaut bien mieux acheter un studio et surtout pas aller dépenser de l'argent dans une entreprise. Tu dépenses un studio, tu auras un revenu, il sera relativement assuré, il sera peut-être pas très important, mais il sera là. Une entreprise, tu peux tout perdre. Et si tu gagnes, on te prend 70% de ce que tu as gagné. C'est une question. Mais en plus, ayant dit tout ça, et ayant dit la conséquence que ça peut avoir, justement, sur le dynamisme de notre économie, tu peux pas, en plus, aller raconter que le capital est moins taxé que le travail. Ou, dans une version différente, que Bernard Arnault paye moins que son chauffeur ou que ses ouvriers. Parce que c'est juste faux, quoi. C'est juste pas vrai. Bon, tu peux trouver que... Tu peux discuter des 70%, tu veux peut-être vouloir d'une économie où tu n'es pas incité à prendre des risques, mais tu ne peux pas raconter que les gens qui investissent ne payent pas de fiscalité, parce que c'est juste faux. Prends un autre exemple, les taxes de production. On s'est beaucoup battu, nous, pour qu'il y ait un indicateur, c'est le plus gros impôt que payent les entreprises. Donc, ayons un indicateur, c'est 200 taxes, c'est compliqué, ayons un indicateur tous les ans qui le mesure. C'est à la portée de l'État de le faire. Donc, ça a été fait pendant 2 ans et supprimé cette année. Pourquoi ? Parce que les taxes de production remontent et qu'on ne veut pas que ça se voit. Et donc, on casse le thermomètre. Et ensuite, on te dit, ah bah oui, mais on n'est pas sûr, on n'a pas d'éléments. Prends le mécénat, par exemple. Le mécénat a, à notre sens, des retours formidables. Il crée aussi un lien entre entreprises, salariés et État. Tu as des rapports à intervalles réguliers qui disent le mécénat n'est pas évalué, on ne sait pas si c'est véritablement efficace, etc. Mais pourquoi il n'est pas évalué ? On sait, nous, qu'au contraire, le mécénat, c'est une contribution volontaire d'un particulier ou d'une entreprise, en plus pour le bien commun. Pourquoi est-ce qu'on ne l'évalue pas ? C'est important d'avoir un débat scientifique et honnête. Et j'espère que dans ce débat, cette année et demie là, qui va arriver, on aura ce type de débat-là. En tout cas, nous, il faut qu'on essaye de faire en sorte de porter ces sujets, puis de débattre avec ceux qui sont éventuellement pas d'accord avec nous. Bon. C'est ton dernier mot, Philippe ? C'est mon dernier mot. Bon. Philippe, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Ouais. Super.